Ils ne savent pas quelquefois, mais ils ne sont pas bien parce qu'ils ne travaillent pas. Alors, voilà. Que le Seigneur ouvre vos cœurs et vos intelligences pour que vous puissiez entendre ce que Fabrice va vous dire. Ça vous rend plus lumineux, plus intelligent, pour être mieux vivre vous-même et mieux au service de ceux auxquels nous nous mettons. Merci. Donc ce soir, on va donc effectivement étudier la question de l'activité artistique. Mais avant de ça, je voulais faire une petite remarque en introduction pour démarrer la nouvelle année, comme on dit. Et parce que les derniers événements, et faire une petite référence aux événements tragiques qui se sont déroulés en France ces derniers jours, vous voyez, je pense que ce qui s'est passé nous rappelle indirectement, bien sûr, mais quand même, ça nous le rappelle, l'importance de la philosophie, c'est-à-dire l'importance de s'intéresser à l'homme et de ne négliger aucune de ses dimensions, aucune des dimensions qui font qu'il est un homme, voyez, de peur sinon de le défigurer, de le blesser et parfois d'engendrer des monstres. Voyez. Et il ne s'agit pas seulement, et c'est pour introduire cette conférence que je vous dis ça, il ne s'agit pas simplement pour chacun de chercher un équilibre psychologique, même si c'est important, c'est quand on est déséquilibré, quand on a des failles psychologiques, ce n'est pas facile à porter. Mais il ne s'agit pas seulement de ça, voyez, de trouver un fragile équilibre ou un bien-être psychologique un peu subjectif. Voyez. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut creuser plus profondément. L'enjeu que nous rappelle de manière extrêmement négative tout ce qui peut se passer en ce moment, ça nous rappelle l'importance de permettre à l'homme de développer toutes ses dimensions, toutes les dimensions de son humanité, tout ce qui fait de lui un homme, et de l'ordonner et de l'aider à s'ordonner ultimement vers ce pourquoi il est fait, vers ce qui fait le sens profond de sa vie, vers ce qui peut faire le sens profond de sa vie, et qui n'est jamais quelque chose de violent. Vous voyez, la finalité profonde de la personne humaine, elle ne le violente pas. C'est au contraire ce qui épanouit le plus profondément son intelligence, son cœur. Et donc, vous voyez, la philosophie a un grand rôle à jouer. Alors, c'est pas le seul rôle, c'est pas l'unique discipline qui doit intervenir, mais elle rappelle un absolu de la personne humaine et qu'il est important de considérer l'homme dans sa globalité, dans sa totalité. Voyez. Et je pense qu'il est très, très urgent de retrouver un sens de la personne humaine, dans sa dimension corporelle, dans sa dimension affective, dans sa dimension spirituelle, à la lumière de ce qui se passe en ce moment dans notre pays et dans le monde d'aujourd'hui. Alors, le thème de ce soir, ça va être d'étudier un petit aspect parmi cette globalité, cette intégralité de la personne humaine. Ça va être d'étudier une dimension. Et on va regarder, notre thème, il consiste à regarder deux grandes activités de l'homme sur le plan pratique. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la dernière conférence. Nous regardons les deux grandes activités fondamentales de l'homme, qui sont l'activité artistique, l'activité de production et l'activité morale, et voir comment chacune de ces deux activités nous qualifie dans notre être, dans notre personne, d'une manière spécifique et originale, et comment ces deux dimensions s'ordonnent, peuvent interférer entre elles, et parfois créer des oppositions, des tensions, et des types de personnalités humaines différentes. Mais ces deux dimensions sont humaines, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, elles sont proprement humaines, mais nous les vivons chacun de manière différente. Et c'est le but, c'est ce vers quoi on tendra. Le but, c'est de montrer, alors, au terme de ces conférences, ce sera la dernière conférence, de voir que si l'on ne distingue pas suffisamment l'art de la morale, eh bien ça peut créer de grosses confusions et une corruption de nos activités et de notre vie humaine pratique. Par vie pratique, c'est le domaine des activités que j'entends par là. Donc voilà le thème que l'on aborde. Alors peut-être certains d'entre vous s'interrogent pourquoi prendre ça plutôt qu'autre chose, puis bien quel rapport avec l'activité de bénévole. En fait, quand on a réfléchi avec le groupe des responsables de l'association, on s'est dit que ce serait intéressant de faire une formation qui touche vraiment chacun d'entre nous dans notre expérience fondamentale de personne humaine. Voyez, et que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Plutôt que de faire un petit speech ou un petit kit du parfait bénévole, ce qui peut être utile au demeurant, mais je ne suis pas sûr, mais
c'est plutôt de creuser des questions de fond qui sont pratiques et qui nous touchent chacun dans notre expérience, de façon différente. C'est ça un peu, je dirais, la philosophie des conférences de philosophie de Magdalena. C'est un peu ça l'esprit qu'on veut développer. Et vous voyez, ces deux activités, elles sont fondamentalement les activités par lesquelles on devient vraiment homme au sens générique du terme. Tout d'abord, l'activité artistique, qui est la transformation de notre monde par le travail. Donc, le père Christophe Marie parlait du travail. Effectivement, c'est par le travail. L'activité artistique implique un travail de transformation pour faire du milieu dans lequel on vit un milieu humain. Et l'activité morale, ça sera plutôt la prochaine conférence, c'est de voir l'activité par laquelle on est responsable, à travers laquelle on est responsable de nos actes. C'est tout le domaine de nos intentions, de nos choix, de l'orientation de notre vie vers tel ou tel bien. J'en avais parlé la dernière fois. Donc je ne reviens pas parce que je ne vais pas refaire la même conférence, bien sûr. Donc, alors, ce qui nous intéresse, c'est l'activité artistique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est, cette activité artistique? Qu'est-ce que c'est l'art? L'art au sens de l'activité de réalisation. On précisera les termes au fur et à mesure. Et qu'est-ce que c'est que cette activité? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Comment elle s'ordonne? Quels sont ses principes? Comment elle se construit? Et comment ensuite elle qualifie l'homme? Parce que l'activité artistique nous qualifie. Et quel type, enfin, c'est la dernière chose qu'on essaiera de voir, comment elle crée des personnalités humaines particulières. Les artistes ont un tempérament, un caractère, une manière d'être, plus profondément, qui leur est propre. Alors, je fais un petit rappel au tout début de cette conférence pour bien situer ce dont je parle. Par activité artistique, qu'est-ce que j'entends? J'entends toute activité qui produit une œuvre, qui produit quelque chose, qui implique donc un résultat extérieur. Vous voyez, l'activité artistique, c'est l'activité par laquelle je fais quelque chose et je réalise quelque chose. Donc, vous voyez, c'est très large. C'est le domaine de ce qu'on appelle le domaine du faire. Je fais quelque chose. Donc, ça couvre ensuite quantité de modalités. C'est pour ça que ça nous touche tous. Parce que nous avons tous une activité artistique, l'activité de travail, où on produit des choses. Par votre activité professionnelle, vous développez un aspect de l'activité artistique. Et ensuite, il est très vaste. Il y a le domaine qui est sans doute le plus parfait, le plus subtil, le plus difficile à étudier, c'est le domaine des beaux-arts, enfin, le domaine de l'art au sens moderne du terme. Vous voyez, ce qu'on appelle vraiment l'artiste au sens moderne du terme. Vous avez toute la dimension artisanale, même si aujourd'hui elle se perd un peu sous la pression des techniques, c'est quand même tout un champ d'expérience humaine qui n'est pas le même que celui des beaux-arts, mais il a en commun de faire quelque chose. Vous avez ensuite tout le domaine de la technique, tout le domaine de l'industrie, et ensuite l'activité dans le monde de l'entreprise. Tout ça, c'est l'activité artistique, le domaine de la production, de la réalisation. Ensuite, ça se spécifie en fonction de ce qu'on réalise. C'est différent, le domaine des beaux-arts n'est pas le même que l'art artisanal. Ce n'est pas les mêmes finalités, mais il y a une structure de l'activité qui reste commune. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ce soir. Et donc, le point commun, c'est qu'on produit quelque chose et qu'il y a une œuvre, un résultat. C'est donc une activité dont la finalité est extérieure à l'activité. Et je ne travaille pas pour travailler, je travaille pour faire quelque chose, produire quelque chose. Donc, la première chose qu'il faut voir, et c'est un point très très important pour notre époque, parce que je pense que ça la marque beaucoup, c'est de voir que cette activité artistique, c'est l'activité la plus fondamentale de l'homme, la plus connaturelle à l'homme. C'est la première activité humaine qui s'éveille chez l'homme. Avant, dans l'enfance, il y a le brouillard de la vie végétative chez l'enfant, chez le bébé, et progressivement, il va s'éveiller au jeu, très vite d'ailleurs, et la première activité volontaire consciente, ça va être le travail. L'activité artistique qui commence par l'imitation, nous dit Aristote. L'enfant imite. C'est une première modalité d'exercice de l'activité artistique très embryonnaire. Vous voyez ? Et cette activité, elle nous est très connaturelle, très proche, très familière. Alors en même temps, elle est pénible, elle peut avoir un côté pénible parce que c'est difficile, mais en même temps, elle nous est très connaturelle. Pourquoi ? Eh bien parce que l'activité artistique, c'est l'activité typique d'un être qui est en même temps corporel et spirituel. Et c'est l'activité d'un être qui est doué d'une intelligence et qui possède un corps,
d'un esprit incarné, on dirait, et qui donc a besoin de transformer le monde qui l'entoure pour créer un milieu qui lui soit favorable grâce à son intelligence. Donc l'activité artistique, elle fait vraiment un lien, une alliance tout à fait particulière entre le corps et l'intelligence, entre l'intelligence et la main, dit Aristote. Voyez, premier organe qu'on utilise dans le travail, c'est la main, quand c'est un travail manuel. Voyez, eh bien, c'est une activité qui est vraiment en même temps incarnée et qui fait en même temps appel à notre intelligence. Donc elle nous est très connaturelle. Voyez, ça s'éveille de manière très naturelle. Et d'ailleurs, comment s'est éveillée cette activité? Comment elle s'éveille? Fondamentalement, elle est là pour transformer le milieu de vie, pour en faire un milieu de vie habitable, humain. L'homme ne naît pas dans un milieu qui lui est parfaitement adapté. Alors quand on vit en milieu urbain, tout est déjà très, très domestiqué, mais l'homme face à la nature, il a besoin de la transformer, il a besoin de la maîtriser, il a besoin de se l'adapter, pour en faire un milieu de vie humain. Et donc l'activité artistique, elle naît fondamentalement chez l'homme, d'abord dans une perspective utilitaire. Voyez, et même historiquement, quand on étudie la préhistoire, on voit, voilà, l'homme devient d'abord chasseur, ensuite il y a l'agriculture, etc., etc. Voyez, il domestique son milieu. Il répond d'abord à ses besoins en domestiquant son milieu. Premier niveau fondamental et toujours présent de l'activité artistique. Et puis, l'activité artistique, ça n'est pas seulement dans une dimension utilitaire. Ce qu'on appelle l'art, c'est aussi une expérience humaine par laquelle l'homme exprime quelque chose de ce qu'il porte en lui. L'artiste porte une inspiration, il porte quelque chose qu'il a besoin d'exprimer. Il ne sait pas tellement pourquoi il a besoin de l'exprimer, et d'ailleurs il s'en fiche de savoir pourquoi, mais il a besoin de dire quelque chose, par l'écriture, par la peinture, par la musique, par le théâtre, par la danse, par l'architecture, etc. Et il a besoin de dire, et il y a une dimension davantage de gratuité, donc de manifester à travers le sensible quelque chose qui relève de son esprit et de son cœur, et de son intelligence et de son imagination. Et donc c'est parce que l'homme est un être spirituel et corporel qu'il se sert de son corps pour transformer la matière en fonction de ce qu'il a pensé, imaginé, projeté. Donc vous voyez, c'est donc une expérience qui, du point de vue du conditionnement de l'homme, le marque très profondément. Et je dis bien du conditionnement. Il a besoin, en raison de son conditionnement corporel, de transformer le milieu dans lequel il vit pour se l'adapter. Et l'homme est toujours un peu dans le domaine du faire. C'est sans doute l'activité dans nos journées qui a la plus grande extension. Vous voyez, ça va de notre activité professionnelle à simplement quand on est chez soi et qu'on fait la cuisine, qu'on range sa maison, qu'on fait du bricolage, on est tout le temps dans le faire. Vous voyez, on est le faire, on a besoin de transformer, d'adapter les choses. Donc c'est une activité qui nous est très connaturelle, qui nous marque énormément. Elle est toujours présente. Et l'homme aime faire ça. On dit le travail, le travail, on le fait par obligation, mais ce n'est pas complètement vrai, en fait. On a besoin de ça. Parce que c'est là où l'homme aussi maîtrise, domine son environnement. Il y a quelque chose qui fait partie du développement de l'homme, de cette maîtrise de son environnement. C'est un lieu de maîtrise, de développement de soi par la maîtrise de l'environnement et du milieu de vie. Il en a besoin et il s'épanouit là-dedans. Après, ce n'est pas la seule expérience de l'homme, c'est ce qu'on verra ensuite la prochaine fois. Vous voyez ? Et ça c'est un point très important, comme c'est une expérience qui nous marque dans notre conditionnement d'être spirituel et corporel, qui est toujours un peu présente, l'écueil, le danger, et c'est un peu ça, ce qui est sous-jacent à ce thème que j'ai choisi, c'est que cette expérience, cette activité, elle risque de déteindre sur d'autres activités. Vous voyez, je prends un exemple, il y en aurait sans doute plein, mais dans le domaine amoureux, dans le domaine affectif, on a vite fait de vouloir façonner l'autre à l'image de ce que l'on aimerait qu'il soit, à l'image de l'idéal que l'on porte en soi. Les jeunes mariés, jeunes couples, voilà, on s'imagine qu'on va transformer l'autre en fonction de ses projets. Et puis les mois passent et la matière résiste. Et la matière nous engueule parfois parce qu'elle résiste, elle n'est pas contente. Et ça ne marche pas. Et on s'aperçoit au bout d'un moment, et parfois l'expérience peut être douloureuse, que ça ne marche pas comme ça. Que non, l'amour ne consiste pas à transformer l'autre à l'image du projet que j'ai sur lui.
voyez, et que si on a ça dans la tête, c'est plutôt mal parti. Et qu'on a du mal quand même à pas le faire, parce que des fois, on aimerait bien quand même changer tel trait de caractère. Eh ben non, il va falloir le supporter toute notre vie. Oh, si j'avais su, je ne me serais pas engagé. Hein. Et donc, vous voyez, dans l'amour, très facilement, on a tendance à sculpter le couple, la vie conjugale, selon le petit idéal artistique qu'on a. Vous voyez, on va même plus loin aujourd'hui. On veut façonner l'homme à l'image du projet qu'on a. Vous savez, l'expérience que vous avez des personnes que vous accompagnez au Bois de Boulogne, c'est marqué par cette mentalité-là, hein, pas forcément de manière consciente, vous voyez, mais il y a des revendications. On doit pouvoir façonner ce que l'on est, y compris dans sa masculinité ou sa féminité, à l'image de ce que l'on est. On doit choisir. C'est une conception artistique. Vous voyez, le philosophe Michel Onfray a écrit un livre qui s'appelle « La sculpture de soi ». Voilà. Je me taille moi-même. Vous voyez, c'est une image, mais je me taille comme un artiste, je construis ma vie comme un artiste. Il y a quantité de domaines où ça s'étend. Et même en philosophie, on conçoit la connaissance sur le modèle de l'art. Vous voyez, sur le modèle de la connaissance artistique. Ça déteint dans quantité de domaines. Pourquoi ? Parce que c'est la première activité de l'homme, la plus fondamentale, à laquelle on revient toujours et qui risque toujours de déteindre sur le reste. Donc ça, c'est très important, vous voyez, pour la situer dans notre expérience. Et ce n'est pas si facile que ça de respecter le domaine propre, et pas intellectuellement, parce que le but, ce n'est pas d'être dans les idées, c'est dans notre vie pratique, de vivre à sa juste place chacune de nos expériences, qui en plus de ça sont mêlées, voyez, et de ne pas vivre notre vie morale comme un artiste, et de ne pas vivre notre vie artistique de manière moralisante. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors ça, c'est le premier point, vous voyez, activité artistique, la première activité de l'homme. Alors, ce que je voudrais voir ensuite avec vous, c'est d'essayer de comprendre comment se structure l'activité artistique. Qu'est-ce que c'est l'activité artistique? Comment elle s'ordonne? Qu'est-ce qui la compose? Quels sont les éléments qui la composent? Alors ce serait très vaste, hein. Je vais approcher, effleurer quelques points qui me paraissent importants, qui permettent d'éclairer cette question. Mais ensuite, il y aurait beaucoup, on pourrait faire un cours toute une année, hein. C'est très vaste bien sûr, hein. Alors, dans l'analyse de l'activité artistique, la première chose que je pense qu'il faut regarder, c'est sa finalité. Vous voyez ? Et l'activité artistique, par quoi elle est finalisée, cette activité artistique? En elle-même, hein, je dirais indépendamment des intentions de l'homme qui travaille parce qu'il doit gagner sa vie, voilà, parce qu'il a des projets par ailleurs. Non, en elle-même, par quoi elle est finalisée? Elle est finalisée par l'œuvre que l'on veut produire, par le résultat. C'est tout simple, ça a l'air de rien, mais c'est pas si simple que ça en fait. Vous voyez, l'artiste, l'artisan, dans son atelier, il est tendu vers l'œuvre à faire. Et tant qu'elle n'est pas terminée, eh ben, il faut que ça sorte. Et il ne sortira pas de son atelier. Vous voyez, dans le travail d'écriture, si on a parmi vous qui aiment bien écrire, eh ben, tant qu'on n'a pas accouché sur le papier de ce qu'on avait envie de dire, eh ben, on est un peu noué, quoi, hein. On est un peu noué. Tant qu'on prépare la conférence de philosophie et qu'elle n'est pas finie, bah, on se relève à minuit pour la finir parce que il faut que ça sorte, quoi. C'est pas fini, vous voyez. Et ça, c'est dans le domaine artistique, c'est comme ça, vous voyez. L'artiste, il est tendu vers son œuvre à produire. Et tant qu'il n'a pas fini, eh ben, il y a quelque chose d'inachevé. Vous voyez, une espèce de frustration, je dirais même, sur le plan psychologique. C'est pour ça qu'un travail qui n'aboutit jamais, ou un travail dont on ne constaterait, on ne percevrait jamais le résultat, comme ça peut exister dans la division du travail moderne, est un travail qui finit par devenir aliénant. Si je n'ai jamais la possibilité de voir le fruit de mon travail, même si c'est un travail communautaire, parce que la plupart du temps on ne travaille pas seul aujourd'hui, mais il faut que je puisse avoir une expérience concrète de ce que je fais, de ce à quoi j'ai à l'œuvre à laquelle j'ai participé. Sinon, il manque quelque chose. J'éprouve une frustration et c'est un travail qui devient aliénant parce qu'il perd son sens. C'est pour ça que dans la vie professionnelle, quand on ne sait même plus pourquoi on travaille, et ça peut arriver parfois, les projets qu'on vous demande de faire, et puis vous apercevez 6 mois plus tard qu'en fait, ils restent au fond d'un tiroir parce que tout le monde s'en fiche, ou alors on vous a demandé de commencer quelque chose, et puis on vous dit, bah, au fond, on va changer, et puis c'est pas, finalement, on a trouvé une autre idée. Ouais, ça peut arriver dans certaines institutions, certains milieux professionnels, hein. Eh bien, c'est extrêmement
c'est extrêmement dévalorisant, c'est extrêmement décourageant pour la personne qui travaille, parce que le travail n'atteint pas sa fin. Donc le premier réalisme du travail, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est d'accoucher de quelque chose, quoi. Même si ce n'est pas l'œuvre parfaite, il faut aboutir à quelque chose. C'est le premier réalisme, et c'est pour ça que le travail est très éducatif, parce qu'il vous apprend, il vous ordonne vers une finalité dont vous voyez le résultat au terme. C'est pour ça que on reprend quelqu'un qui est très dilettant ou qui ne sait plus quel est le sens de sa vie, d'abord par le travail. Parce qu'on le met à quelque chose et on dit tu vas faire ça maintenant. Ok, tu ne sais pas comment ordonner ta vie, tu ne sais pas quel est le sens de ta vie, mais commence par faire un petit quelque chose qui va donner un premier sens à ton activité. Puis on verra ensuite. Ça, c'est le premier point de l'activité artistique, c'est sa finalité qui est l'œuvre. Sinon, le travail est vain. Alors ensuite, l'œuvre, c'est quelque chose de complexe. Et si on prend l'œuvre artisanale, c'est peut-être là où c'est le plus simple à voir. Dans l'œuvre, il y a une matière et il y a une forme. Et la matière, ça va être du marbre pour le sculpteur, ça va être du bois, du granit, que sais-je. On transforme une matière. Et il y a toujours une matière, et même en éducation, qui est aussi une forme d'activité artisanale, artistique, même si ce n'est pas seulement un art, il y a une matière, c'est l'autre que j'essaye de faire grandir, d'aider à grandir. Il y a une matière à transformer, c'est l'autre. Le médecin travaille sur une matière, le corps qu'il essaye de soigner. Et dans la vie professionnelle, il y a toujours une matière, quelque chose qu'on transforme pour faire aboutir et inscrire une forme dans la matière. Vous voyez ? Donc l'activité artistique, qu'est-ce que c'est ? C'est cette activité par laquelle je transforme une matière par un travail pour y inscrire une nouvelle forme. Vous voyez ? Dans la musique, vous avez des notes et vous allez composer un morceau, une symphonie, vous voyez, composer quelque chose à partir d'une matière, la portée musicale, etc. Vous voyez, et je compose quelque chose. C'est comme ça dans tout. Vous pouvez prendre par analogie toutes les activités artistiques. Et donc, l'artiste est quelqu'un qui travaille sur une matière et qui essaye d'y inscrire quelque chose qu'il porte en lui, une forme qu'il a pensée, imaginée dans son intelligence et son imagination. Donc, on voit tout de suite que chez l'artiste, au sens large du terme, c'est-à-dire au sens de l'homme qui réalise quelque chose, eh bien, on voit tout de suite deux choses. Qu'il est d'abord un homme d'efficience, c'est-à-dire un homme d'efficacité. Parce que si le travail, l'activité artistique est une activité de transformation de la matière par un travail, eh bien, ça demande une efficacité. Il faut qu'il y ait un résultat. Et il faut que ça accouche, quoi. Il faut que ça produise. Donc, il y a fondamentalement une efficacité. C'est vraiment dans le domaine du travail, de l'activité artistique, que la question de l'efficacité, si présente aujourd'hui, a toute sa place. Et c'est aussi un homme qui a le sens de sa matière sur laquelle il travaille. Regardez un artisan. Si vous regardez un artisan travailler, il a un sens extraordinaire de sa matière. Il connaît sa matière. Il l'aime, il la chérit, il va aller choisir, s'il travaille sur le bois, le bon bois pour faire tel meuble ou telle sculpture. Vous voyez, il connaît, il a une connaissance pas théorique, il a une connaissance pratique, d'expérience, qui passe par le toucher. Il l'a touché, vous voyez, il y a un lien affectif avec la matière. Et le peintre, il connaît sa couleur, il connaît ses couleurs. Et autrefois, on broyait les couleurs, on les faisait soi-même. Vous voyez ? Eh bien, il y a une connaissance qui est affective, il y a une forme d'amour pour la matière. Il y a un amour très grand de la matière. Ça veut dire qu'il y a un respect de la matière chez l'artiste. Vous voyez, il ne fait pas n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on a perdu ce sens-là dans l'art contemporain. On violente la matière. Vous voyez, on veut dominer de manière un peu tyrannique la matière, comme étant un reflet de ce que peut être le monde industriel par rapport à la nature aujourd'hui, où le monde industriel peut parfois dominer de manière violente et contraindre la matière, quitte à la faire craquer et à créer des catastrophes. Vous voyez ? Mais normalement, l'artiste, en tout cas dans sa dimension artisanale, il a un sens qualitatif de sa matière et il la respecte. Il connaît ses résistances, les difficultés, et en même temps, il connaît dans quel sens il faut aller pour que ça fonctionne et qu'il puisse faire quelque chose. Donc ensuite, si je poursuis, si l'art consiste à inscrire par le travail une forme dans une matière, eh bien cette forme, elle vient d'où ? Elle vient de ce qu'il a pensé, elle vient de ce qu'il porte en lui. Si ce n'est pas quelque chose qui est le fruit du hasard, si c'est une activité artistique maîtrisée, eh bien c'est l'artiste qui porte l'idée de l'œuvre à faire, l'idéal de l'œuvre à faire. Et c'est pour ça que l'artiste, et ça c'est un point très important, est un homme d'inspiration.
Parce que la forme qu'il porte est la forme idéale, ce qu'on dira l'idée artistique. Les médiévaux parlaient d'idéa, parce qu'idée, ça fait un peu concept abstrait, mais ce n'est pas ça. C'est l'idée concrète de ce que je dois réaliser, la forme que je vois que je dois réaliser et qui se précise au fur et à mesure du travail. Et, eh bien, elle provient d'où? De son inspiration, qui ne provient pas forcément, inspiration qui ne tombe pas forcément du ciel à la façon un peu romantique, vous voyez, l'inspiration, l'artiste qui ouvre sa fenêtre, le vent souffle, et puis ça y est, ça vient, quoi. Ça ne marche pas comme ça. On sait très bien, quand on fait une activité artistique, que c'est dans le travail que l'inspiration naît, qu'il faut s'y coller, et que parfois, il n'y a rien qui sort, on s'y remet, puis au bout d'un moment, ça y est, ça se noue, et je sais dans quel sens je vais aller, je sais ce que je veux dire, et je commence à travailler. Ça, c'est l'inspiration. Mais il y a une inspiration. L'inspiration, c'est une connaissance qui est source d'une idée nouvelle. Le renouveau dans le monde artistique, le renouveau, ce qu'on appelle l'inventivité, vous savez, dans le monde professionnel, il faut être inventif tous les jours, tout le temps, et chaque jour, 24 heures sur 24. Et ben, l'inventivité, c'est l'inspiration. L'inspiration, mais on sait bien qu'on ne la commande pas comme on veut, l'inspiration. Eh bien, l'inspiration, elle est source d'un idéal, d'un projet idéal, réalisable. Ce n'est pas simplement quelque chose, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire ça. Non, c'est quelque chose qui demande d'être fait. L'artiste, il est saisi, et vous le voyez bien dans votre travail, quand vous êtes pris par quelque chose, quand vous êtes pris par un projet, le projet, l'idéal, l'idée artistique, elle demande d'être réalisée. Ce n'est pas juste une idée, je me dis, tiens, ça serait bien si je me mettais à faire telle chose. Puis ça retombe 5 minutes après. Ça serait bien si j'étais écrivain, ça serait bien si j'écrivais un bouquin. Puis voilà, puis il ne se passe rien. Ça, ce n'est pas l'idée artistique. Ça, c'est une petite imagination qui vous traverse la tête et qui repart aussi vite qu'elle est arrivée. L'idée artistique, c'est quelque chose qui demande d'être réalisé, qui vous prend un peu aux tripes et il faut y aller. Et elle s'impose. Et il y a donc une nécessité. L'artiste est un homme de nécessité. Il est saisi par cet idéal qu'il porte en lui à tel moment et qui doit être fait. Le peintre, quand il n'a pas... vous savez, dans les périodes, vous voyez ça chez Picasso, par exemple, vous avez des périodes, la période bleue, la période rose, vous avez tout un tas de périodes, puis vous voyez, il y a des ébauches, une ébauche, 2 ébauches, 5, 10, 15, 20, 100, et à la fin, il y a quelque chose, un chef-d'œuvre qui sort, vous voyez, parce que l'artiste est pris, et il travaille, il reprend, et c'est toujours pas ça, il sent qu'il y a quelque chose qu'il porte en lui, qui n'est pas parfaitement déterminé, parce que l'idée, elle ne tombe pas du ciel tout de suite, elle se détermine au fur et à mesure, mais elle est incoative, et elle demande progressivement de s'expliciter. Et puis, parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il faut parfois réécrire 1 ou 2 fois la conférence qu'on veut donner pour avoir la bonne, en tout cas celle qu'on a envie de donner. Parfois, quand vous écrivez un texte, si vous aimez l'écriture, vous raturez 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, et au bout d'un moment, vous avez écrit ce que vous vouliez écrire. Donc, et tant que ce n'est pas fini, il y a une nécessité, parce que l'idée artistique, elle porte en elle la nécessité d'être réalisée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'artiste, et ça c'est un point très important, c'est un homme d'idéal, d'un idéal qui demande d'être fait, qui demande d'être réalisé. Et en philosophie, on dit qu'il porte une cause exemplaire. La causalité propre de l'activité artistique, c'est la cause exemplaire. C'est-à-dire, c'est l'idée artistique est cause exemplaire, elle est cause du travail. Je ne me mets à travailler que quand je porte une idée artistique en moi. C'est ça qui commande l'activité. Et elle est exemplaire, c'est-à-dire qu'elle a valeur d'idéal pour l'œuvre à réaliser. J'essaye de réaliser mon œuvre à la lumière de ce que je porte en moi et de ce que j'essaie de dire. Et donc c'est un idéal. Donc l'artiste est profondément un homme d'idéal. Pas idéal politique. Après, on peut transposer la modalité artistique dans la vie politique, dans d'autres domaines. Vous voyez, transposition de l'activité artistique dans d'autres champs de l'activité humaine. Vous voyez, l'utopie politique, c'est une manière artistique de concevoir la politique. On va imaginer une utopie, ça ne marche jamais dans la réalité. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire de la politique? Est-ce que c'est comme ça qu'on gouverne? Ou est-ce que c'est transposer ce qui est vrai dans l'ordre artistique dans un domaine politique? C'est pas pareil. Donc, l'artiste est un homme d'idéal. Et c'est aussi, et c'est le dernier point sur lequel j'insiste, vous voyez, après on pourrait développer l'inspiration très vaste, l'inspiration du peintre, du musicien, l'inspiration dans la danse, l'inspiration dans l'architecture, l'inspiration dans l'art artisanal. Enfin, c'est extrêmement vaste et c'est très difficile de saisir ça, parce que l'inspiration de l'artiste, c'est très subtil. Donc on pourrait développer tout ça très longuement. Mais là, j'essaie de vous donner quelques flashs successifs, vous voyez, pour montrer les grands axes, l'articulation de l'activité artistique.
Et au terme, l'artiste, quand il a réalisé son œuvre, c'est un homme de jugement. L'artiste, il sait juger de son œuvre. Et dans votre compétence professionnelle, si vous avez acquis un peu de métier, quelle que soit votre activité, vous savez juger de ce que c'est qu'un travail bien fait ou quand c'est du boulot qui est ni fait ni à faire, comme on dit. Vous voyez, c'est bâclé, quoi. Ou alors c'est d'un travail d'un incompétent. Moi, je travaille avec un incompétent. Enfin, pas moi. Je dis dans l'abstrait, vous voyez. Donc, quand on travaille avec quelqu'un qu'on considère complètement incompétent, puis en permanence, voilà, tout ce qu'il fait, ça vaut rien, quoi, ou pas grand-chose. Et l'artiste, c'est un homme de jugement, vous voyez, parce que tout travail demande un jugement rétrospectif sur l'œuvre qui est faite. Et au fond, le seul qui est apte à vraiment juger d'une œuvre, c'est l'artiste, parce que lui seul sait ce qu'il voulait faire, surtout s'il a du métier, vous voyez. Ça pose la question du critique d'art ensuite. C'est le critique d'art qui assassine la pièce de théâtre, assassine le film qui on a mis 6 mois ou 1 an ou 2 ans à faire, ou plus parfois, assassine la pièce de théâtre, mais qui lui s'est contenté de prendre sa plume et de dire ce spectacle ne vaut rien, n'y allez pas, point final. Voilà, et qui a assassiné, voilà. Et le critique, eh bien, le critique, à mon sens, le vrai sens du critique, c'est de pouvoir aider à mieux voir l'œuvre d'art. Alors, parfois, il faut bien reconnaître que les œuvres sont ratées. Enfin, bon, ça arrive aussi, ou qu'elles ne sont pas d'une grande qualité. Mais avant de critiquer, voilà, on a envie de demander aux critiques, mais toi, qu'est-ce que tu as fait, quoi, hein. Enfin, c'est un peu la question que tout le monde pose aux critiques, quoi, hein. Donc, c'est pour ça que quand on est artiste, on lui renvoie l'insulte suprême de lui dire qu'il est un artiste raté, vous voyez, comme ça. Ça, il a la monnaie de sa pièce. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein, mais la place de la critique, en tout cas, l'artiste, il a horreur des critiques, hein. Et en réalité, bon, il y est très sensible, mais en même temps, au fond de lui-même, il est en colère s'il critique le critique, mais au fond, il se fiche du critique. Et un véritable artiste doit être libre des modes, des opinions. Il doit seulement chercher à exprimer ce qu'il porte de plus profond en lui. Et c'est difficile quand on connaît la gloire au niveau artistique de conserver cette vérité-là dans l'art. Une des grandes tentations de l'artiste, c'est la gloire. C'est-à-dire que c'est ce que dit Picasso, je crois, c'est de devenir l'amateur de ses propres trouvailles, dit Picasso. J'ai trouvé un truc, et voilà, je ne veux pas citer d'artiste. Bon, on pourrait penser à des noms d'artistes, vous voyez, où dans leur œuvre artistique, c'est toute leur vie, ils ont trouvé un... Voilà, moi je pense à tel peintre qui peint toujours des personnages ronds. Voilà, donc c'est bien, mais quand ça fait 25 ans qu'il fait ça, ou 40 ans qu'il fait ça, au bout d'un moment, on a envie de lui dire, bon, tu as trouvé le filon, c'est bien, peut-être que ça rapporte, tant mieux, mais peut-être, voilà, fais des bonhommes maigres maintenant, je sais pas, mais change. Ou tel artiste que j'avais vu dans le musée d'art moderne à Bruxelles, qui est très connu, mais je n'ai pas retenu le nom, qui peint toujours... un artiste d'art contemporain, je ne sais plus comment, qui peint toujours avec le même pinceau des structures géométriques qui sont à peu près comme ça, comme je vous le dessine en l'air, géométrique, avec le pinceau toujours la même taille, il y a un changement de coloris, mais c'est toujours la même. En fait, l'art se transforme en une méthode. Vous voyez. Et donc l'artiste, vous voyez, il a un sens du jugement. Et il sait juger. Et parfois, il peut être très cassant. Le jugement d'un artiste sur un autre artiste ou sur lui-même peut être très très dur. Il va dire ça ne vaut pas un clou. C'est de la daube, c'est rien, c'est bon à jeter, ça vaut rien. Voyez, parce que lui sait ce qui vaut quelque chose, ce qui a de la valeur. Et il commence par faire ça dans son propre travail. Voyez, il a fait telle chose dans telle période, puis 20 ans plus tard, il met ça un peu sous le tapis. Voyez, il décroche les tableaux, puis il les met au fond de son atelier, parce que ça ne lui plaît plus. Il se dit, oui, ça, c'était pas une période où j'étais très inspiré. Voyez. Donc c'est un homme de jugement, très cassant. Et il peut choquer parfois. Hein, c'est le caractère choquant de l'artiste. Hein, et parfois, il en joue un peu, il aime bien ça. Voyez. Mais parce que ce n'est pas le bon sentiment. Voyez, il ne fait pas du bon sentiment. Il n'essaye pas d'être gentil pour soigner la susceptibilité. Non, il dit ça ne vaut pas un clou. Ça vaut rien. Voilà. Et il dit, puis en face, vous êtes déconfit parce que c'est mais vous êtes dur et tout. Non. Il y a une dureté parce qu'il y a une exigence très grande. Vous voyez alors, donc pour résumer sur cette analyse de l'activité artistique, je dirais, on peut relever 2 points saillants qui façonnent la personnalité de l'artiste, hein, 2 grands aspects de l'activité artistique, je dirais dans tous les domaines. C'est le domaine de l'inventivité, c'est-à-dire l'inspiration. L'activité artistique est une activité source de renouveau.
voyez, un artiste, un véritable artiste, n'est pas en permanence dans l'académisme, hein, dans la répétition. Vous voyez, il est source de quelque chose de nouveau. Moi, je trouve que, après, on pense ce que l'on veut de l'artiste et de sa création artistique, mais c'est quelque chose, par exemple, qui est très flagrant chez Picasso. Hein. Quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter le Musée de Picasso à Barcelone. Hein, si un jour vous allez vous faire un petit voyage à Barcelone, bah, allez visiter le musée Picasso, parce que vous verrez des œuvres de jeunesse, hein, mais de toute jeunesse. Hein. Il a 12-13 ans, à 15 ans, il a réalisé un tableau qui est assez célèbre, je crois, qui s'appelle La science et la charité. En fait, à la suite d'un concours où il avait gagné le concours de Barcelone, je crois, et c'est quand même un tableau quand même très travaillé. Il n'avait que 15 ans, vous voyez quand même qu'il avait un talent fou, extraordinaire. Hein. Et de manière, c'est du figuratif, hein, c'est à ce moment-là. Et puis on va regarder un peu les transformations successives. Hein. Et il y a une puissance d'inventivité qui est quand même assez extraordinaire. Même si après on peut quand même s'interroger sur certaines choses, mais et il y en a quantité d'artistes. Je prends celui-là parce que c'est le plus célèbre. Mais vous voyez, l'artiste, c'est un homme d'inventivité et de créativité. Et puis, ça, c'est le premier aspect. C'est la partie de l'inspiration qui est particulièrement importante dans le domaine des beaux-arts. Et puis, l'autre versant, qui n'est pas séparé, qui est l'autre dimension, c'est la dimension d'efficience, c'est-à-dire le travail. L'artiste, ce n'est pas simplement un rêveur qui rêve des projets. C'est un homme d'efficience, de travail. Et un artiste qui ne réalisera jamais rien, ce n'est pas un vrai artiste, c'est un rêveur. L'artiste, il ne reste pas au chaud dans son imagination, il affronte la matière. Voyez, et il sait combien c'est difficile d'affronter la matière. Donc, et il est donc confronté par le travail à cette transformation de la matière. Donc voilà, dans les grandes lignes de l'activité artistique que je voulais vous présenter. Alors, il y aurait quantité de choses à voir hein, et d'analyser chacune de ces étapes pour voir comment elles se développent, et il y aurait quantité de choses à dire. Et donc, à partir de là, ce qu'on peut regarder en philosophie, c'est comment l'activité artistique transforme l'homme. Et comment cette activité va progressivement perfectionner l'homme dans son champ d'activité. On commence par analyser l'activité artistique, et ensuite on se demande comment est-ce qu'elle transforme les individus. Si l'activité artistique est une expérience proprement humaine, si le travail est une expérience proprement humaine, elle doit perfectionner l'homme. Souvent on dit le travail est un mal nécessaire, c'est purement une contrainte, c'est pas vrai. Le travail est une expérience humaine. Qui peut connaître des conditions d'exercice qui dégradent l'homme? Ça c'est vrai, et il y en a plein aujourd'hui. Et la souffrance au travail est très forte aujourd'hui, parce qu'on a des conditions d'exercice du travail qui sont aliénantes, qui sont déshumanisantes, parfois, souvent. Mais le travail en soi-même est une expérience qui qualifie l'homme. Un homme qui ne travaille plus est un homme qui se dégrade encore plus vite. Et donc l'expérience artistique, elle transforme l'homme. Elle ne transforme pas seulement une matière. L'homme, en travaillant, se transforme lui-même. Et les dispositions naturelles qu'il peut avoir pour tel ou tel art vont progressivement se transformer, se qualifier de l'intérieur. Et il va acquérir ce qu'on appelle des qualités acquises qui vont permettre de stabiliser son travail, de stabiliser son activité. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans un domaine professionnel, il y a des erreurs qu'il ne fait plus. Vous voyez, il a un jugement qui est plus aiguisé, il a des idées qui sont moins farfelues, qui sont plus, qui aboutissent mieux. Vous voyez, son travail, son intelligence, sa pratique se perfectionnent. C'est comme dans le domaine moral, ça se perfectionne aussi, ce qu'on appelle la vertu. Et donc l'artiste, il acquiert, alors là ce sera un mot philosophique, hein, qui est en fait un mot latin que je conserverai, qu'il acquiert ce qu'on appelle en philosophie des habitus d'art. Le mot habitus vient du grec exis, qui signifie une disposition stable, quelque chose qui est stable et que l'on peut acquérir. Et donc l'habitus d'art, c'est une disposition stable que l'on acquiert par le travail, en le faisant, en le refaisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit, et c'est une disposition stable qui vient perfectionner la réalisation artistique. Alors aujourd'hui, on parlera de savoir-faire, de compétences, de choses comme ça. Hein. Donc, l'habitus d'art, hein, c'est ça que j'appelle,
en philosophie, l'art. Quand je parle d'art, je ne parle pas seulement de l'activité, ça c'est le sens commun dans le langage courant, mais en philosophie, dans la philosophie aristotélicienne, l'art, c'est cette qualité de l'intelligence qui vient perfectionner mon activité. Et c'est ça que j'entends par l'art. D'où le titre de la conférence, c'est l'art, c'est la traduction du grec techné, qui a donné ensuite le mot technique. Après, ce n'est pas tellement le mot qui est important. Donc l'art, l'habitus d'art, c'est cette qualité acquise qui vient le rendre plus apte à exercer son activité. Alors pourquoi il est nécessaire d'acquérir des habitus d'art dans chacun des domaines? Eh bien parce que l'activité artistique, elle est faillible. Oui, elle est faite de failles. Il y a une potentialité, c'est-à-dire que ce n'est pas parfaitement déterminé immédiatement. On apprend un métier et ça prend du temps. Et il faut faire les choses et il faut refaire les choses. Alors aujourd'hui, on aimerait bien, vous savez, c'est pour ça qu'on n'embauche souvent pas de jeunes aujourd'hui dans le marché du travail, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas immédiatement opérationnels. Vous voyez, parce qu'on aimerait aujourd'hui que les personnes soient opérationnelles au bout d'un mois. Vous voyez, 1 mois, 2 mois maximum. 3 mois, mais avant, il faut qu'à la période d'essai, ils soient opérationnels parfaitement. Vous voyez, qu'ils connaissent... C'est absurde, en réalité. C'est absurde, mais c'est le rythme du monde du travail aujourd'hui. Et donc, l'activité artistique, elle implique des failles. Et comme l'activité morale, la passion peut s'emparer de mes intentions profondes et me faire aller dans des sens qui me détruisent. C'est pour ça qu'on doit acquérir ce qu'on appelle des vertus, qualifier notre affectivité de l'intérieur. Si je suis très colérique, il faut que j'apprenne à être un petit peu moins colérique. Si je suis extrêmement intempérant et que je veux dévorer tout ce qui est autour de moi, ou les autres qui sont autour de moi, il faut que j'acquière un peu de modération, comme on dit. C'est pas très à la mode, mais d'acquérir un peu de vertu, un peu de rectification de son affectivité, c'est quand même nécessaire dans nos relations avec autrui. Et bien de même dans l'activité artistique, parce qu'il y a des failles, parce qu'il y a des déviations, parce qu'elle se réalise dans la lutte, il faut acquérir des qualités qui viennent renforcer cette activité. Et ça, c'est l'habitus d'art. Et les possibilités de corruption, elles sont très multiples. Vous voyez, tous les projets qui avortent, et on n'arrive jamais à aboutir. On a, peut-être pas tous, mais on connaît ces écrivains ça fait 20 ans qu'ils veulent écrire un livre, mais ils n'ont jamais réussi à aller jusqu'au bout. Vous savez, un jour, j'arriverai à le sortir, mon bouquin, mais ça fait 20 ans que je suis dessus, quoi. Puis ça me désespère. Vous voyez, c'est un manque d'habitus. L'intelligence réalisatrice n'est pas suffisamment déterminée et l'imagination, la passion, l'angoisse prennent le dessus. Et il n'y a jamais rien qui sort. C'est un manque d'intelligence artistique. Ce n'est pas forcément une question de paresse. C'est que l'intelligence se laisse engloutir par une affectivité un peu débordante, par une imagination qui fait que ça n'aboutit pas. Vous avez aussi un imaginaire qui peut corrompre l'inspiration. Vous voyez, on a un début d'inspiration, puis ça retombe parce que très vite on tombe dans la confusion. Puis on commence une chose, puis on part à autre chose, et puis au fond on est dans la confusion complète, et au bout d'un moment on ne sait plus du tout ce qu'il faut faire. On voit ça dans la vie professionnelle, les jeunes professionnels, ou même parfois les vieux professionnels, ils sont tout feu tout flamme, puis au bout de 3 semaines ils n'ont rien avancé parce qu'ils sont complètement perdus dans leur activité professionnelle. Voilà, il y a un manque de détermination dans l'heure du travail, dans l'intelligence artistique. Vous voyez, ou la difficulté à choisir. L'artiste choisit, il fait des choix. Vous savez, on demandait à Mozart comment est-ce qu'il composait, il dit c'est simple, je choisis, je fais des choix. Mon inspiration n'est pas parfaitement déterminée, elle m'oriente dans une direction, mais ça peut aller dans un sens ou dans un autre, et mon intelligence artistique détermine par rapport à ce qui est le plus proche de ce que je porte en moi, ce qui demande vraiment le plus d'être exprimé. Vous voyez, il y a une dimension de choix, de discernement. Il y a en même temps un souffle dans l'activité artistique, et il y a en même temps un travail de discernement. L'artiste, c'est pas juste j'ouvre le robinet et puis j'écris. Non. Il y a un travail de discernement au sein de mon inspiration. Qu'est-ce qui va alourdir mon œuvre? Qu'est-ce que je dois décanter pour arriver au cœur de ce que je veux dire? Vous voyez, c'est comme ça dans le travail d'écriture. Au début, vous avez plein d'idées, puis il faut que ça se décante. Et il faut faire un tri. Ça, c'est le choix. Et bien, parfois, on a du mal à choisir. On voudrait tout faire en même temps. Et du coup, ça fait quelque chose qui manque d'harmonie. Une œuvre qui a exploré trop de possibles et qui manque d'unité. Et on peut se laisser aller aussi trop dépendant des outils, de la technique. L'artiste façonné par ses outils, façonné par la technologie. On est beaucoup là-dedans aujourd'hui.
On pense que nos outils vont révolutionner le travail. C'est vrai en un sens, mais ça ne donne pas l'intelligence de l'activité artistique. Et mais aujourd'hui, on a des outils qui sont fantastiques. On a des outils incroyables. Et ça séduit. L'outil séduit. Et finalement, dans l'activité artistique, l'outil va prendre la part principale, la technique prend la part principale de mon activité. Ça donne le virtuose qui sait très bien maîtriser son outil technique, mais qui en réalité, du point de vue artistique, c'est pas si original que ça, c'est pas si fort que ça, mais c'est un très bon virtuose. Moi, j'ai eu l'occasion, ça fait déjà une quinzaine d'années, d'aller écouter certains, le concours, je crois que c'est à Paris, le concours Long-Thibault, vous savez, concours de musique. C'est une année, je ne sais plus lequel, Marguerite Long, c'était la pianiste, et Thibault, c'était le violoniste. Ils avaient monté un concours ensemble, et une année, c'est le concours pour les violonistes, et l'autre année, c'est les pianistes. Et ça change tous les ans. C'est un concours international très réputé, hein, ça vous ouvre une carrière musicale quand vous remportez ça. Et alors, vous voyez très bien les musiciens qui sont des parfaits métronomes, une maîtrise technique phénoménale, hein, parfois même plus grande apparemment que des grands musiciens renommés du passé même, hein, où il y avait peut-être une précision peut-être moins grande, mais vous avez l'impression d'entendre un métronome, donc c'est comme ça, donc toutes les notes sont à leur juste place, parfaitement, au bon moment, il n'y a pas une fausse note, c'est très chiadé comme on dit, mais vous vous ennuyez en écoutant ça, et vous vous dites, mais quel travail pour ne pas faire émerger. Alors c'est un peu dur de dire ça, c'est un peu le critique qui revient, hein, donc on pourrait me demander de dire la même chose que ce que j'ai fait. Mais moi je ne l'écris pas sur un papier dans un article en disant n'y allez pas. Hein, c'est la différence. Après c'est jugement personnel, mais vous voyez, voilà, le musicien qui maîtrise son instrument, mais l'inspiration profonde, il vous dit rien, quoi, ou pas grand-chose. Et à côté de ça, vous pouvez avoir moi je m'en souviens parce que il y avait un violoniste qui avait reçu le 2e prix, qui, de mon point de vue, était beaucoup plus inspiré, beaucoup plus musicien dans son âme, dans ce qu'il transmettait, mais qui peut-être avait une technique, du point de vue de la rectitude, de l'exactitude, n'était pas aussi parfaite que l'autre, et il a gagné que le 2e prix. Et dans mon âme, j'étais révolté. Voilà. Et je trouve que c'est flagrant dans la musique, quand on écoute des maîtres passés, oui, parfois ils n'ont pas la même, apparemment, une technique aussi parfaite, aussi précise, je dirais, que certains musiciens aujourd'hui qui sortent de ces grands concours. C'est mon point de vue. Après, c'est un point de vue. Bon, je connais un peu la musique, mais je ne suis pas musicien. Hein. Et néanmoins, vous voyez que la technique, elle n'est pas saisie par un habitus complètement. C'est une technique qui n'est pas. On ne s'est pas libéré de la technique au service de l'art. C'est la technique pour la technique. Et donc, ça donne du Chopin très parfait, mais où est l'âme musicale, elle ne transparaît pas. Vous voyez, c'est l'habitus d'art qui ne s'est pas suffisamment emparé de la technique. C'est encore quelque chose qui n'est pas complètement mûr. Et donc, vous voyez, l'activité artistique, elle est corruptible de bien des façons, pour revenir à ce que je disais. Elle a donc besoin de l'intérieur, de se rectifier, de se perfectionner. Et l'habitus, et ça c'est un point très important, l'habitus n'est pas la méthode. Vous voyez ? Parfois, quand on n'a pas trop d'inspiration, on se rabat sur des méthodes. Vous voyez ? Et on peut faire ça dans tous les domaines. Vous pouvez même faire ça en philosophie. Vous rabattre sur la méthode, la logique, tout ça. Ouais. Je me rabats sur des méthodes. Une méthode pour discourir. Mais la méthode, elle vient de l'extérieur. C'est un exercice extérieur auquel je me contrains, qui est nécessaire dans l'art. Je dois avoir un peu de méthode, de la technique, c'est indispensable. Dans le domaine musical, si vous n'avez pas de la technique, vous ne pouvez rien faire. Mais l'habitus, c'est plus qu'une méthode de répétition de quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est un peu calqué de l'extérieur. L'habitus, c'est les dispositions de l'artiste qui se qualifient progressivement de l'intérieur. Et comment ça qualifie son activité ? Eh bien, ça qualifie de bien des manières, vous voyez. Ça le mûrit, ça lui donne une souplesse beaucoup plus grande. Tout devient plus lumineux, plus intelligent, plus habité. C'est les musiciens, les personnes qui aiment la musique. Moi, je suis un grand amateur de Dinu Lipati, le pianiste roumain Dinu Lipati, que je trouve être un musicien absolument hors norme et qui avait quelque chose de
tellement habité, eh bien vous voyez que la technique, qui est sans doute phénoménale du point de vue musical, est totalement assumée par son art et l'expression de ce qu'il veut dire. Bon, il y en a plein d'autres, moi je prends celui-là parce que je suis très partial là-dessus. Mais je pense qu'il est meilleur que les autres. Mais voilà, mais après c'est un exemple cité parmi d'autres. Mais vous voyez, ça mûrit de l'intérieur. Donc on n'essaye pas de répéter seulement des exercices en se calquant sur une méthode extérieure. C'est de l'intérieur que l'activité se développe et donne donc une grande liberté à l'artiste. Et alors qu'est-ce que ça qualifie dans mon activité, si on essaye de voir un peu les différents aspects? Eh bien ça qualifie d'abord la sensibilité, le regard sur la sensibilité de l'artiste. L'artiste est un homme qui est sensible à la qualité. Le peintre est sensible à la couleur, à la lumière. Il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. L'artiste est voué par l'art, par ses sens à un art, dit Bergson. Voué à l'art par l'un de ses sens. C'est l'artiste, pour Bergson, c'est celui qui a réussi à se détacher de la dimension utilitaire de l'existence dans l'utilisation de ses sens, et il est capable de recevoir la qualité sensible, le son, la musique, etc., de manière gratuite et de la contempler pour elle-même. Et il est habité par la qualité sensible dans son domaine propre. Le sculpteur, c'est le toucher. L'architecte, c'est le sens de l'ordre et de l'harmonie. La danse, c'est le mouvement du corps, etc., etc. Le peintre, évidemment, je vous ai dit, le musicien, c'est le son, et le rythme. Et il est sensible à la qualité. Et l'habitus d'art perfectionne ça. Il devient extrêmement... Il a une intelligence et une imagination, une sensibilité très aiguisée, très fine. L'habitus d'art qualifie son inspiration aussi. Son inspiration se décante. C'est plus la grosse bouillabaisse, non. C'est une inspiration qui accouche de quelque chose d'efficace et de profond. Et il a une rigueur plus nette dans son jugement. Il voit ce qu'il faut faire. L'artiste voit avec l'habitus, permet de développer le jugement, et il voit ce qui doit être fait et ce qui doit être laissé de côté. Et il est aussi plus efficace dans son travail, il perd moins de temps, parce que tout est plus unifié. Ça, vous voyez, c'est tout le développement par les habitus d'art de l'activité artistique. Et sur les habitus d'art, le dernier point que je voulais mentionner, c'est que les habitus d'art ne sont pas connexes. On peut pas, c'est-à-dire qu'on ne les a pas tous en même temps. C'est-à-dire que je développe ma compétence professionnelle, ma qualité d'art dans un domaine. Je ne peux pas être en même temps musicien, peintre, sculpteur et exceller dans tous les domaines. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas parce que je me développe beaucoup dans la musique que je suis bon à quelque chose en peinture. Parce que c'est autre chose à chaque fois. Ce n'est pas la même inspiration, ce n'est pas la même technique. Vous voyez, c'est séparé. C'est la grande différence avec les vertus morales. Les vertus morales, je ne suis pas un spécialiste de la tempérance, mais alors je suis nul dans la force. Au contraire, je suis très excellent dans la force, mais alors tempérance zéro, quoi. Je ne peux pas me retenir, c'est impossible. Non, il y a une unité de la personne dans la conquête de son bien qui fait que ça grandit ensemble. Les vertus sont connexes. Je ne peux pas dire, moi, je vais me spécialiser dans la justice, par contre, j'aimerais bien me laisser de côté la tempérance parce que, voilà, j'aime bien le plaisir sensible, j'ai pas trop envie, voilà. Non. Il y a une unité de l'individu et de la personne. Tandis que les arts, ce n'est pas connexe. C'est un domaine, mais pas l'autre. Voilà, mon intelligence artistique se développe dans un domaine. Dans le domaine des beaux-arts, ce qui est particulièrement qualifié, c'est l'inspiration et le choix. Chez l'artisan, c'est le sens de la matière, le sens du travail. Et dans l'homme de technique, eh bien, c'est plus vraiment un habitus, c'est le sens de l'efficacité et du rendement. Voilà, alors... Pour terminer, comme il me reste encore un tout petit peu de temps pour finir l'heure, eh bien, je voudrais aborder 2 points qui vont nous ouvrir sur ce qu'on verra la prochaine fois. Et le premier point, qui sont des aspects très importants par rapport au thème que je voulais prendre et puis par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. D'abord, c'est de constater que l'activité artistique, elle a une autonomie. Voyez, par rapport aux autres activités, et notamment l'activité morale. Alors, je vous rappelle, l'activité morale, c'est toutes les activités de nos intentions, de nos choix, de notre responsabilité, par lesquelles on s'oriente vers notre bien humain. À savoir ensuite, il faut chercher ensuite quel est ce bien. Eh bien, l'activité artistique, réalisatrice, elle a une autonomie. Parce qu'elle a sa structure propre, ce n'est pas l'activité morale. Et elle n'est pas immédiatement
au service de la vie morale. Et par exemple, le philosophe Platon, lui, met l'art au service de l'éducation et de l'édification morale des individus. Et bien, désolé, l'art n'a pas comme finalité, surtout les beaux-arts, comme finalité l'édification morale, de la vertu morale de l'individu. Et il a une vocation bien plus profonde, celle de rappeler à travers le sensible, un absolu de l'esprit humain, quelque chose que l'artiste porte dans son cœur, dans la tragédie, vous voyez ça. Rappeler le drame de la condition humaine, les tensions, les contradictions, un absolu à travers une œuvre sensible qu'on peut voir, etc. Et il n'est pas immédiatement au service uniquement de la morale. C'est pas simplement, comme j'ai pu entendre une fois, un instrument au service de la louange de Dieu. Et non, il a une autonomie. Et j'avais entendu ça un jour de quelqu'un qui était croyant et qui me disait, voilà, l'art, il sert à louer Dieu. Eh bien non, il a une autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être mis à ce service-là, mais il a une autonomie. Et l'art n'a pas simplement une finalité politique. C'est très marqué ça aujourd'hui. Ce que j'appellerais un peu l'art social. Vous voyez, un art qui veut se mettre au service de la justice sociale, un art qui veut dénoncer les injustices sociales, donc un art qui se met à la remorque de la politique. Et bien en réalité, alors là je donne un avis personnel, mais qui est quand même philosophique, je pense que c'est un art qui se dégrade, vous voyez, en tout cas, qui se met au service de quelque chose qui est moins noble que lui. Et c'est assez à la mode, vous avez beaucoup d'artistes contemporains qui ont première source d'inspiration, les injustices sociales, le drame de la condition de l'homme aujourd'hui au niveau social, de la société, au niveau de l'écologie, au niveau de tout ça. C'est un art qui se met à la remorque de quelque chose qui est moins grand que lui. Pourquoi ? Parce que la justice sociale, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas de valeur, mais elle est politique. L'art, il rappelle un absolu de l'esprit de l'homme, de l'esprit humain. C'est plus grand que la dimension politique. Et donc l'art, il n'a pas simplement comme finalité l'édification morale de l'individu. Et il y a un exemple très simple qui est tout récent, qui date, que j'ai vu, on pouvait trouver dans les journaux d'hier. C'est par exemple la position, mais que je trouve un peu critiquable, d'un écrivain comme Houellebecq, qui est dans l'air du temps, puisqu'on en parle beaucoup. Et lui, il a écrit le bouquin Soumission, dont on a entendu parler. Et il dit, moi je me mets délibérément dans une posture d'irresponsabilité, parce qu'on lui dit, mais vous êtes un irresponsable et tout. Il dit, mais moi, je me mets dans une posture d'irresponsabilité. Il a écrit hier, il a donné hier une interview dans un journal italien qui s'appelle la Corriere della Sera. Bon, ça va pour l'accent. Et en disant exactement ça, mais que lui, il n'est pas au service de la cohésion sociale, il se met dans une posture d'irresponsabilité. Alors, il se met dans sa position d'artiste. Alors, je pense que ça reste tout de même critiquable, parce que si l'artiste n'a pas comme finalité de se mettre au service immédiatement de la morale, de la bonne morale conventionnelle, il ne peut pas s'en séparer totalement. Non pas pour produire de la vertu, mais pour une chose beaucoup plus profonde, c'est-à-dire respecter la communauté humaine, respecter les relations entre les hommes, ce qui est la finalité ultime de la morale. Et il ne peut pas s'en abstraire. Un art qui vient insulter la communauté humaine, un art qui vient insulter l'homme, qui vient le bafouer, est en réalité un art qui se détruit, parce qu'il détruit la source de l'art qui est l'homme. Et donc, au nom de l'art, je ne peux pas faire absolument n'importe quoi, ce qui est beaucoup dans l'air du temps aujourd'hui. Vous savez, vous avez un groupe, un ensemble d'artistes japonais, je ne me souviens plus du nom, vous m'excuserez, qui sont dans des pratiques extrêmement violentes, qui vont même jusqu'à faire pas des happenings, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui font des pratiques artistiques où ils vont jusqu'à manger des embryons, faire des choses extrêmement violentes. Je ne rigole pas, ça va jusque-là, dans une espèce de provocation affreuse, enfin abominable, vous voyez, pour montrer la dimension d'abomination de l'homme aujourd'hui. Ça, c'est un art qui se détruit. Vous voyez. Donc, on ne peut pas totalement se dire « je me déresponsabilise de la société », surtout pour un écrivain qui est très en lien avec le monde et la vie des hommes, très directement. Et la peinture, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais vous avez un bel exemple d'un artiste qui se reste dans sa sphère de l'autonomie de l'art. Et le danger, vous voyez, pour l'artiste, l'écueil, c'est en raison de son autonomie,
d'affirmer que l'art finalise l'homme, et de dire la finalité de l'homme, eh bien c'est l'art. L'art a sa parfaite autonomie, l'art est l'activité la plus parfaite de l'homme, et donc l'art est l'accomplissement de l'homme le plus parfait. Et dans la mesure où l'homme devient artiste, créateur, qu'il accomplit sa destinée. C'est un peu la position de Nietzsche, vous voyez, et c'est un peu la position d'aujourd'hui. L'homme s'accomplit quand il devient l'artiste de sa propre existence. Et donc l'activité artistique devient l'activité où l'homme trouve sa finalité ultime. En réalité, je pense que ça ne suffit pas parce qu'un artiste qui veut rester totalement et uniquement dans son activité artistique vit en permanence d'une activité un peu tragique et qui est un peu destructrice. Et puis, l'homme a besoin d'amour, l'homme a besoin de rencontrer d'autres personnes, et ça, ce n'est pas immédiatement l'art, parce que l'art vous met face à l'univers. Et alors, je termine, si vous m'accordez encore une minute, sur la personnalité de l'artiste. Parce qu'elle est très attachante, la personnalité de l'artiste. L'artiste, c'est d'abord quelqu'un qui vit dans un idéal. Il porte un monde. Quand c'est un artiste qui a vraiment de la taille, il a un monde, il porte un monde idéal en lui, qui est imprégné d'imaginaire. Il porte son monde. C'est pour ça qu'il est partial, l'artiste. Parce qu'il fait le tri entre ceux qui ne l'intéressent pas et ceux qui l'intéressent, à savoir ce qui est dans le registre de son inspiration. Et sinon, il écarte, voyez, et il peut sembler tout à fait partial. Et là, il est très différent du philosophe qui essaye de s'ouvrir à toute la réalité. L'artiste, lui, il a son inspiration, ses projets, et le reste, il s'en fiche. Ou alors, il le regarde dans la mesure où ça peut servir son inspiration, quand il est vraiment dans son inspiration. Il est aussi tourné vers l'exécution. Il a toujours un projet sous le coude. Il doit toujours être en mouvement, en devenir dans la réalisation. C'est un homme qui a le sens de la qualité. C'est un homme qui a le sens de la gratuité. Et c'est ce que dit Rodin il y a un très beau livre qui s'appelle L'art. C'est des entretiens avec Rodin, où il explique que l'artiste est en même temps l'homme le plus inutile du monde et le plus utile. Le plus inutile parce qu'il ne produit rien d'efficace et le plus utile parce qu'il rappelle aux hommes la gratuité. Vous voyez, dans un monde qui est si industrialisé. Alors, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? C'est un homme qui a le sens de la matière, qui a le sens du toucher, de la matière. C'est un homme qui a le sens du temps, du travail. C'est un homme, et ça c'est très important pour ce qu'on verra, qui a le sens de la détermination des moyens. Vous voyez, il a le sens du nécessaire. Contrairement à l'homme prudent qui est beaucoup plus souple dans l'ordre des moyens. Et quand on est soi-même un peu rigide dans notre vie pratique, souvent, c'est parce qu'on est un peu artiste. Et l'artiste, il aime avoir des voies déterminées. Vous voyez, ça s'impose comme ça. Cette œuvre, il faut la réaliser comme ça et pas autrement. Ça s'impose dans son inspiration. Vous voyez, il est carré, il y a des voies déterminées. L'homme de prudence, il est beaucoup plus souple. Mais parfois, on a du mal à être souple, on est rigide. Il faut toujours que ça se fasse comme ça. Voilà, le grand-père qui veut toujours que ce soit comme ça ne doit pas bouger, il faut que ce soit toujours la même chose. C'est artistique, ça. Voilà, il y a le petit cadre et on refait tout le temps la même chose. Puis on peut parfois être très vieux, très jeune. Et on peut être très vieux, avoir nos petites manies, puis il faut que ce soit comme ça. Ah non, attention, tu mets les petits chaussons, les petits patins avant de rentrer chez moi, s'il te plaît. Tu enlèveras tes chaussures, s'il te plaît. Etc. Il a ses petites manies, ça, ses petites voies déterminées dans la vie quotidienne. Ça, c'est l'artiste. Il a le sens de l'outil, voyez, et il a un imaginaire aussi très spiritualisé. Et c'est un homme de contemplation, surtout dans le domaine des beaux-arts. Là où on a tellement de mal à vivre ça aujourd'hui, la contemplation. Mais l'artiste, il vit dans la contemplation. Passer 1 heure devant un paysage, devant quelque chose de beau, ça lui fait sa journée, quoi. Ça lui fait sa journée. Et il trouve son bonheur là-dedans. Il trouve son épanouissement. Pas l'épanouissement total de sa vie, mais il y trouve une joie. Et je pense qu'au niveau éducatif, c'est très important d'éduquer à la gratuité par l'art. Parce qu'aujourd'hui, on éduque beaucoup les jeunes à l'efficacité, au rendement. Il faut que tu trouves un travail, donc on va immédiatement... voilà, moi j'entendais l'autre jour, on m'a raconté cette histoire-là d'un parent d'élève. Le garçon était en 6e ou en 5e, et il n'était pas très heureux dans son école, ça ne se passait pas très bien, mais c'était une bonne école, et il fallait l'y laisser parce qu'il devait travailler son réseau. Il était en 5e. Et donc je commence à travailler mon réseau. Et en 3e, on va te faire une carte de visite, et il y aura le portable, l'adresse mail, et comme ça... Voilà. Et l'efficacité, alors la gratuité, oui. Sauf qu'à 30 ans, il faut voir les résultats. Après, il faut regarder à 40 ans ce que ça donne, les crises. Et puis, c'est un homme de liberté, parce que tout ce qui est en dehors de son inspiration, il s'en fiche, il suit son chemin, et là, il est très séduisant. L'artiste séduit parce qu'il est très libre, apparemment, mais c'est un exercice de la liberté. Et c'est aussi un homme d'excès.
parce que l'inspiration, elle implique une forme d'excès. Vous savez, les Grecs disaient que l'homme inspiré était un homme habité par un démon, pas un démon satanique, mais un démon, c'est-à-dire un être intermédiaire entre les dieux et les hommes, qui s'emparait d'eux et qui leur permettait de produire des choses quasiment divines. L'inspiration était un don des dieux pour Platon et n'est pas une activité humaine. C'est surhumain, l'inspiration. L'artiste est un homme habité, on en a gardé ça, c'est un homme d'excès et de passion. Donc, et puis, il paraît aussi parfois se suffire à lui-même, ce qui peut aussi beaucoup agacer son conjoint. Vous voyez, parce que quand l'artiste il est dans son atelier, il n'a pas besoin de son épouse ou elle n'a pas besoin de son époux. Et ça peut l'agacer, parce qu'il se dit « je sers à quoi, moi ?» Parce que, non, il a son monde, il vit, mais voilà. Voilà un peu les grandes lignes. Et donc, la prochaine fois, on essaiera de voir l'activité morale et comment ce n'est pas l'art qui ordonne l'activité morale, mais c'est la prudence qui ordonne et qui donne une manière de vivre et d'aborder les choses qui sont tout à fait différentes. Bon, je vous remercie parce que j'ai dépassé un peu l'heure, donc j'espère que je ne vous ai pas épuisé, il est tard. Merci beaucoup. Des questions. Vous acceptez? J'accepte une question. Oui, bien sûr. Après, c'est juste que je ne peux pas vous donner.